d'espagnol. Je vous donnerai des exemples en espagnol et en français. Et alors, ce webinaire s'adresse à tous les amants des langues en général. Et j'imagine que si vous vous êtes inscrit, c'est parce que vous aimez les langues, mais parce que vous apprenez soit le français, soit l'espagnol. Donc, ce webinaire est fait pour vous. Ayez un stylo à la main, puisque vous allez apprendre sans doute beaucoup de vocabulaire, j'espère, et aussi des informations importantes. Donc, aujourd'hui, je vous propose de voyager un peu à travers deux grandes langues internationales, le français et l'espagnol. Moment particulier d'ailleurs pour le français, puisque hier, c'était la journée internationale de la francophonie. Et cette journée a lieu tous les 20 mars et elle réunit tous les pays francophones et francophiles. Donc, c'est le moment idéal pour parler des langues. Donc, ce voyage concerne le français et l'espagnol. Ce sont deux langues sœurs, nées du latin, comme vous le savez. Mais chacune de ces langues a sa propre personnalité, son propre passé et son propre futur. Nous allons le voir avec ses écrivains, sa musique, son histoire. Ce sont des langues parlées sur plusieurs continents et ils occupent une place très visible dans le monde actuel. Et donc, comme vous le savez, les langues latines comme le français, l'espagnol, l'italien ou le portugais. Alors, je vous montre un petit tableau avec le pourcentage des locuteurs de ces langues aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est l'espagnol qui est parmi les langues issues du latin ou langue romane. C'est l'espagnol qui est la langue la plus parlée. Et parmi, je répète, les langues romanes, 47% de locuteurs d'espagnol dans le monde. Et ensuite, 26% portugais et 11% français. Le portugais parlé principalement par le Brésil. Donc, et toutes ces langues ont une origine commune, le latin, la langue de l'Empire romain. Cela explique pourquoi elles partagent beaucoup de similitudes, comme vous pouvez le constater dans ces tableaux. Alors, si je faisais la même chose avec les langues slaves, vos langues sœurs à vous, l'ukrainien, le russe, le tchèque, etc., on aurait quelque chose de similaire. Beaucoup de mots qui se ressemblent, mais qui ont une prononciation un petit peu différente. Et parmi les langues latines, évidemment, ces langues ont chacune leur propre prononciation, leur propre structure grammaticale. Elles utilisent des genres masculins et féminins et des conjugaisons et des temps parfois similaires. Nous allons le voir ensemble. Alors, cependant, malgré cette base commune, chaque langue a évolué de manière différente. Les sons ont changé avec le temps, ce qui explique certaines différences de prononciation. Nous allons nous centrer évidemment entre le français et l'espagnol. Par exemple, le R de l'espagnol, qui est similaire au R du polonais, est très différent du R guttural ou uvulaire, qui vient ici de la gorge du français. Le vocabulaire a aussi évolué selon l'histoire de chaque pays. L'espagnol a été influencé par l'arabe et les langues amérindiennes principalement, tandis que le français a été marqué par les langues germaniques et aussi par l'anglais. Donc, les français et l'espagnol sont appelés des langues romanes car ces deux langues viennent toutes les deux du latin. Et cela explique pourquoi on trouve beaucoup de mots similaires. Alors, je vous ai mis dans la dernière colonne la traduction en polonais.
Alors, écoutez, la prononciation est très similaire. Je prononce d'abord en espagnol et ensuite en français. Animal, animal. Color, couleur. Familia, famille. Hospital, hôpital. Importante, important. Nation, nation. Problema, problème. Social, social. Universidad, université. Possible, possible. Donc, ces mots, comme on pourrait considérer, on appelle des mots transparents dans deux langues, ont souvent une forme très proche et un sens identique, ce qui les rend faciles à comprendre, même pour un apprenant débutant. Et ces similitudes montrent que le français et l'espagnol sont des langues sœurs. Elles ont la même origine. Mais même si le français et l'espagnol ont la même origine, attention, c'est comme entre le polonais et le tchèque ou le polonais et l'ukrainien, il y a aussi beaucoup de différences. Ici, je vous donne des mots qui sont totalement différents en espagnol et en français et qui ont une origine complètement différente. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Exemple, perro, chien, coche, voiture, ajedrez, échec, dinero, argent, mariposa, papillon, cama, lit, calle, rue, izquierda, gauche, peluquero, coiffeur, niño, enfant. Alors, ces différences s'expliquent très souvent à cause de la base latine. Par exemple, pour dire chien, en français, le français utilise chien du latin canis, tandis que l'espagnol utilise perro, c'est le premier exemple, un mot d'origine plus incertaine. On ne connaît pas très bien son origine. Ensuite, l'évolution phonétique a été différente. Les sons ont changé avec le temps, parfois de manière très importante, ce qui a transformé les mots jusqu'à les rendre méconnaissables. Attention, même si ce sont deux langues qui ont la même origine, qui viennent du latin, ça ne veut pas dire que pour un hispanophone, le français va être automatiquement plus facile, ou l'inverse. Absolument pas. Un francophone doit étudier l'espagnol. Il y a des différences grammaticales importantes. Même chose pour un hispanophone. Alors, souvent, on me pose la question, quelle langue est la plus difficile? Je vous donnerai ma réponse à la fin du webinaire. J'ai ma petite idée. Mais attention, ça dépend de quel point de vue on se place. Par exemple, je pense personnellement que pour un Polonais, l'espagnol est plus facile parce que l'espagnol et le polonais partagent beaucoup de phonèmes, beaucoup de sons qui sont similaires. Il y a peu de sons qui n'existent pas en espagnol. Peut-être pour un hispanophone, apprendre le polonais est beaucoup plus compliqué. Ben, je vous donnerai ma réponse à la fin du webinaire. Et je vous parlerai aussi des différentes influences. Mais nous allons faire alors un petit voyage et nous allons voir ensemble le panorama actuel. Quels sont les pays hispanophones dans le monde? Alors, le Mexique est de loin le pays qui compte le plus d'hispanophones aujourd'hui, avec plus de 125 millions de locuteurs. L'espagnol y est la langue dominante, même s'il y a de nombreuses langues indigènes qui existent encore et qui sont parlées de manière très active par la population, comme le nahuatl ou les mayas. L'espagnol mexicain a aussi une grande influence culturelle à travers la musique, le cinéma et les médias.
Par exemple, en Amérique latine, les traductions des films sont faites en général par des Mexicains. Donc, un locuteur, un habitant d'Argentine, du Chili, de Bolivie, entend toujours le même accent. Ça vient en fait de studios très grands, très sophistiqués, et à Ville de Mexico, au Mexique. Je connais très bien parce que j'y ai habité pendant longtemps en tant que professeur de français. Donc, je connais de très près ce thème. Et c'est toujours un accent neutre, très différent, par exemple, si vous apprenez l'espagnol, de l'espagnol d'Argentine ou l'espagnol du Chili ou de l'Uruguay, qui sont très particuliers. Alors, l'espagnol est également la langue maternelle de tous ces pays d'Amérique latine, l'Argentine, la Colombie, le Pérou et le Chili, par exemple. Cependant, certaines situations historiques sont très particulières. Nous allons voir notamment ensemble le cas de la Guinée équatoriale, qui est très particulière. Alors, je voudrais vous parler également du français. Alors, où est-ce qu'on parle français aujourd'hui dans le monde? Alors, le français est principalement parlé, comme vous pouvez le voir, en Afrique. Et concernant le nombre de locuteurs, je vous montre spécifiquement aujourd'hui les données officielles, mais évidemment à prendre avec des pincettes puisqu'elles évoluent constamment. Alors, aujourd'hui, 20 pays dans le monde, principalement en Amérique latine et en Europe, ont l'espagnol comme langue officielle. Cela représente 543 millions de locuteurs natifs dans le monde. Si on ajoute les locuteurs non natifs, dont l'espagnol est la deuxième langue, on monte à 636 millions. Et principalement en Amérique latine et aux États-Unis, bien sûr, où il y a une très grande communauté hispanophone. En français, vous avez entre 26 et 29 pays où le français est langue officielle ou co-officielle. Attention, c'est très particulier parce que souvent, surtout dans certains pays d'Afrique, le français est langue administrative. C'est-à-dire, si vous voulez aller refaire votre passeport, normalement, l'administration parle français. Mais dans la vie de tous les jours, et les gens parlent leur langue nationale. Et souvent, dans les pays africains, il y a plusieurs langues qui cohabitent. Aujourd'hui, plus ou moins, 310 millions de personnes parlent le français, si on inclut les natifs et les non natifs, principalement en Europe, France, Belgique, Suisse, évidemment, mais Afrique, le français est peu représenté en Amérique. Alors, voici encore quelques données sur les pays, par exemple, qui comptent le plus de francophones en pourcentage. Et part de la population, par exemple, évidemment, quasiment toute la France. Ensuite, vous avez le Congo, la République démocratique du Congo, l'Algérie, le Maroc, l'Allemagne, évidemment, pays voisin de la France, où vous avez une communauté française assez importante. En Italie également, Cameroun, etc., etc. Vous pouvez voir les autres pays et ainsi que le nombre d'hispanophones en Amérique. Ensuite. Donc, comme je vous disais, hier c'était la journée internationale de la francophonie et qui nous a donné quelques chiffres
intéressants. Alors, et actualisés. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, les chiffres ont changé et selon la commission de la francophonie, nous avons actuellement 396 millions de francophones distribués, répartis dans 36 pays. Mais n'oubliez pas, avec un statut un petit peu différent. C'est l'Afrique, où c'est en Afrique où on trouve le pourcentage le plus important de francophones. Et nous parlerons bien sûr de l'importance et l'avenir du français en Afrique. Selon les mêmes données de la Commission internationale de la francophonie, le français représente aujourd'hui 4% des contenus sur Internet. C'est peu, c'est peu. Là, il y aurait peut-être un défi pour la langue française et trouver un moyen pour qu'elle soit plus représentée sur Internet. Sans surprise, c'est bien sûr l'anglais qui l'emporte. Et revenons un petit peu à l'espagnol. Et aujourd'hui, l'espagnol occupe une place très importante aux États-Unis. Le pays compte plus de 40 millions de locuteurs natifs hispanophones, ce qui fait des États-Unis l'un des pays avec le plus grand nombre de personnes qui parlent espagnol au monde. Dans certains États comme la Californie, le Texas, la Floride ou le Nouveau-Mexique, d'ailleurs, ce sont des États dont le nom est d'origine espagnole. Et l'espagnol est présent dans la vie quotidienne, dans ces États, à l'école, dans les médias, dans la publicité et dans les services publics. Et on peut se poser la question si un jour les États-Unis deviendront un pays bilingue. Sans doute. Évidemment, tout cela dépend aussi des questions politiques. Alors, l'espagnol, évidemment, a aussi une grande influence culturelle. La musique latine, les séries, le cinéma, les réseaux sociaux diffusent largement la langue espagnole. Et beaucoup d'entreprises utilisent l'espagnol pour communiquer avec leurs clients. De plus, de nombreux Américains non hispanophones choisissent d'apprendre l'espagnol à l'école car c'est une compétence utile dans le monde professionnel. Et nous pouvons observer que le succès économique de certains pays hispanophones, je pense notamment au Chili, au Mexique et à la Colombie, pousse beaucoup d'Européens à s'installer, à migrer vers les pays hispanophones. Alors, mais je reviens aux langues parlées au Mexique. Si vous connaissez le Mexique, si vous avez appris peut-être l'espagnol au Mexique, vous savez que l'espagnol n'est pas vraiment en compétition avec d'autres langues. L'espagnol est la langue nationale, mais l'espagnol cohabite dans certains États avec avec des langues indigènes. Je vous mets ici les principales. Vous pouvez voir le nahuatl, le mixtèque, le zapotèque, etc., etc., ces langues ont eu une importance énorme dans l'espagnol d'Amérique latine. Je vais vous donner quelques exemples, certains mots qui ont voyagé et qui se sont intégrés à d'autres langues. Alors, je voudrais vous parler de deux cas particuliers. L'espagnol aux Philippines. 1% de la population philippine parle espagnol. C'est très, très, très peu, principalement dans les milieux académiques ou chez les personnes âgées.
20 à 30% du vocabulaire du tagalog, qui est la langue officielle des Philippines, avec d'autres langues, et ont néanmoins une origine espagnole. Exemple, mesa, silla, tenedor, cuchara, iglesia, qui sont des mots du quotidien et qui sont encore utilisés dans l'espagnol aux Philippines. Alors, l'espagnol a joué, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais l'espagnol a joué un rôle très important dans l'histoire des Philippines. L'archipel a été une colonie espagnole pendant près de 3 siècles, de 1565 à 1898. Pendant cette période, l'espagnol était la langue de l'administration, de l'éducation et de la religion. Cependant, il n'a jamais été parlé par toute la population. Seules les élites et les personnes instruites utilisaient réellement cette langue, l'espagnol, tandis que la majorité de la population continuait à parler des langues locales. Après la guerre hispano-américaine, en 1898, les Philippines passent sous contrôle des États-Unis et c'est l'anglais qui devient alors la langue principale de l'administration et de l'école. Progressivement, l'espagnol a perdu de son importance. Au XXe siècle, son usage diminue très fortement, notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'espagnol n'est pas une langue courante aux Philippines. Il est, je le répète, parlé par une minorité et n'a plus de statut officiel. Cependant, son influence reste visible, comme dans les exemples que je viens de vous donner, mais également sur l'aspect physique des habitants des Philippines, un mélange d'espagnol et de cultures asiatiques. Nous passons ensuite au cas suivant, le cas particulier de la Guinée équatoriale. Alors, c'est un cas très particulier dans le monde hispanophone. Nous avons vu que l'espagnol se concentre principalement en Amérique latine, mais la Guinée équatoriale, c'est le seul pays d'Afrique où l'espagnol est langue officielle. Cette situation s'explique par l'histoire coloniale, bien sûr. Le pays a été une colonie de l'Espagne entre le 19e siècle et 1968, année de l'indépendance du pays. Pendant la colonisation, l'espagnol a été imposé comme langue de l'administration, de l'école et de la religion. Contrairement à d'autres colonies, cette langue s'est assez bien implantée dans la population. Aujourd'hui encore, l'espagnol est utilisé dans les institutions, dans les médias et dans le système éducatif. Il sert aussi de langue commune entre les différents groupes ethniques du pays. Cependant, la situation linguistique de la Guinée équatoriale est complexe. En plus de l'espagnol, comme dans beaucoup de pays africains, plusieurs langues locales sont parlées, comme le fang ou le boubi, et le pays a adopté aussi le français et le portugais comme langue officielle, langues qui sont parlées dans les pays voisins. Donc, l'espagnol parlé en Guinée équatoriale présente certaines particularités. Il est influencé par les langues africaines locales et par le contexte socio-culturel du pays. Malgré cela, il reste généralement très proche de l'espagnol standard. Nous allons avancer. Je vous montre. Et nous allons parler maintenant de l'apport des langues amérindiennes en espagnol. Alors, quand on apprend une langue, on a parfois l'impression qu'elle est pure ou qu'elle a toujours existé sous la même forme. Bien entendu, vous le savez très bien, aucune langue n'est complètement isolée.
les Français et l'Espagnol, même s'ils viennent du latin, se sont construits grâce à de nombreux contacts avec d'autres peuples et d'autres cultures. L'espagnol, par exemple, ensuite nous parlerons du français, ne s'est pas développé uniquement à partir du latin parlé. Il a été marqué par la présence des peuples germaniques, comme les Visigoths, par exemple, qui ont laissé certains mots, surtout liés à la guerre. Mais j'aimerais me concentrer principalement sur les langues amérindiennes en espagnol. Alors, vous voyez par exemple l'importance du nahuatl. Et aujourd'hui, au Mexique, 1 600 000 personnes parlent le nahuatl comme langue maternelle. C'est leur langue. Et avant l'arrivée des Espagnols en Amérique, évidemment, de nombreuses autres langues et civilisations cohabitaient. Et au Mexique, les Aztèques parlaient le nahuatl. Et nous allons voir ensuite que la langue des Incas, le quechua, a eu aussi une influence importante dans l'espagnol d'aujourd'hui. Alors, je vous montre quelques mots qui viennent du nahuatl et qui se sont exportés vers d'autres langues. Par exemple, alors je ne suis pas sûr de la prononciation, je ne parle pas nahuatl, bien entendu. Alors, vous avez aguacatl qui a donné aguacate, avocat en français. Nous avons ensuite chocoatl qui a donné le chocolat en français et avec quelques légères différences de prononciation, on reconnaît très très bien ces mots. Ensuite, vous avez Chili. Alors, pas le pays, bien entendu. Alors, c'est le piment. Chile en espagnol. Ensuite, vous avez un autre mot qui s'est beaucoup exporté, la tomate, tomatle. Ensuite, vous avez coyotl, vous voyez la terminaison, tomatle, coyotl, etc., qui a donné coyote. Et la liste est longue. Alors, je ne veux pas vous ennuyer avec une liste beaucoup trop longue. Vous avez Tizatl qui a donné Tisa, la craie pour écrire au tableau en français. Tocaitl, Tocayo. Alors, Tocayo, ce sont deux personnes en espagnol qui ont le même prénom. Par exemple, s'ils s'appellent Francisco, ils sont Tocayos. Ils ont le même prénom. Et ensuite, vous avez Uyi qui a donné Ule en espagnol, le caoutchouc en français. Donc, vous voyez que le nombre de mots issus du nahuatl sont nombreux. Et ensuite, vous avez un mot très particulier que, encore une fois, je connais très bien puisque j'ai habité au Mexique et que j'ai intégré dans mon vocabulaire espagnol des mots que je ne connaissais pas et qui sont propres au Mexique. Vous avez le cas de apapacho, qui a donné apapachar. Alors, c'est très difficile à traduire. On pourrait dire en français que c'est faire attention à quelqu'un, embrasser. Si quelqu'un est triste, au Mexique, on dit ben te apapacho. Hein? Je te fais un câlin. Faire un câlin, on dirait plus ou moins en français. Et vous avez ensuite des mots d'origine quechua, alors peut-être un peu plus exotique pour certains, mais vous voyez que le nombre de locuteurs aujourd'hui des quechua est relativement important, entre 8 à 12 millions de
locuteurs distribués dans tous ces pays, Chili, Argentine, Bolivie, Pérou, etc. Alors, quels sont les mots qui viennent du quechua? Certains sont facilement reconnaissables comme llama, animal typique de la région des Andes. Vous avez ensuite patata, qui a donné papa ou batata, hein, la pomme de terre sucrée. Ensuite, vous avez d'autres mots espagnols qui ont une origine quechua. Cancha, c'est un terrain de football. Mate, c'est la boisson typique de certaines régions du Chili et de l'Argentine. Palta, qui est le nom qu'on donne à l'avocat au Chili et en Argentine. Ensuite, évidemment, il faut parler de l'influence énorme de l'arabe en espagnol et en français. Alors, vous avez ici une petite liste, une toute petite liste de mots d'origine arabe en espagnol, puisque l'arabe a eu une importance capitale sur la langue espagnole. Alors, cette influence vient d'une période historique précise entre 712 et 711 et 1492. Une grande partie de la péninsule ibérique était sous domination musulmane, comme vous le savez. Cette région s'appelait Al-Andalus. Pendant presque 8 siècles, chrétiens, musulmans et juifs ont vécu ensemble et leurs langues se sont mélangées. À cause de cette longue présence, l'espagnol a intégré, on calcule plus ou moins, 4000 mots d'origine arabe. Beaucoup de ces mots, comme vous pouvez le voir dans la liste, commencent par al, qui correspond à l'article défini en arabe le. Par exemple, vous avez almohada, alfombra, alcázar, algodón, le coton, azúcar, alcalde, albahaca, etc. Alors, cette influence montre que l'espagnol est bien entendu une langue métissée, née de plusieurs cultures. L'arabe n'a pas seulement enrichi le vocabulaire, il a aussi laissé une trace dans l'histoire et dans l'identité culturelle de l'Espagne actuelle, notamment en Andalousie. Si vous connaissez l'Andalousie, vous pouvez admirer les merveilles architecturales que la culture al-andalouse a laissées. Alors, cette diversité est bien entendu d'une grande richesse et raconte l'histoire des peuples, les cultures, les rencontres. Chaque pays apporte sa couleur, son accent et ses expressions. Et c'est grâce à cela que l'espagnol devient une langue vivante, presque musicale, qui change selon les lieux et les voix. Mais pour un apprenant, cette variété peut être aussi complexe. Elle peut représenter quelques problèmes. On apprend un mot, mais dans d'autres pays de langue espagnole, ce mot veut dire autre chose et cette autre chose, en général, a une connotation, soit c'est un mot vulgaire, soit cela a une connotation sexuelle, comme c'est souvent le cas. Mais c'est là aussi la richesse d'une langue, bien entendu. Alors, je vous montre quelques villes qui ont une origine arabe, principalement en Andalousie, Albacete, qui signifie la plaine, Almeria,
la tour de guet. La tour de guet, c'était la tour d'où on pouvait voir l'ennemi, une tour plus haute que les autres en général. Et Jaén, carrefour des caravanes, Guadalajara. Alors, nous avons Guadalajara en Espagne, mais Guadalajara aussi au Mexique, qui veut dire rivière de pierre. D'ailleurs, Wad en arabe, c'est l'eau. Vous avez beaucoup de villes dans les pays hispanophones qui commencent par Wad, hein, des noms de rivières, des fleuves. Hein. Wad veut dire l'eau en arabe. Vous avez Algeciras, l'île verte, Saragossa, Calatayud, et Château de Ayoub, etc., etc. Madrid, par exemple, la capitale, qui signifie lieu abondant en eau ou en source. Donc, Madrid, la capitale de l'Espagne, a aussi une origine arabe. Donc, je vous montre rapidement ces villes en question qui ont une origine arabe. Alors, je vous invite à la fin du webinaire, je vous partagerai les liens avec toutes les vidéos. Vous voyez ici, c'est la chaîne BBC en espagnol qui a consacré une émission à toutes ces villes d'origine, aux mots, pardon, qui ont une origine arabe. Guadalajara, Wad, je répète, qui signifie l'eau. Calatayud, Gibraltar, qui a aussi une origine arabe, mais aussi dans beaucoup de mots qui ont traversé le temps et qui se sont implantés aussi dans d'autres langues, comme par exemple algèbre, algèbre en français, cifra, chiffre en français, qui vient aussi de l'arabe. Vous avez ensuite aceite, l'huile en français, et tous les dérivés, aceitoso, aceitera, etc., etc. Alors, et en français. Le cas du français est un petit peu différent, puisque l'influence, il y a beaucoup de mots, évidemment, qui viennent de l'arabe, et ce sont des emprunts anciens, mais nous avons aussi beaucoup d'origines arabes en français d'aujourd'hui, qui sont utilisées principalement par les jeunes. Vous avez par exemple kawa, un café, le seum, qui est un mot que je ne connaissais pas, mais qui est utilisé principalement par les jeunes. Alors, c'est un mot, paraît-il, un petit peu difficile à traduire. On pourrait le traduire par une sorte de frustration, de rancœur, avoir le seum, qui fait, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce mot, synonyme de aimer, apprécier, je kiffe, le café, un toubib, un médecin, la nouba, une fête, un chouïa, un peu, un souk, qui est utilisé dans d'autres langues aussi. Alors, ça veut dire le chaos, le désordre, la pagaille. Être maboule, alors c'est être fou. Être fou. Alors, la variété du lexique en espagnol peut être en effet un problème. J'ai parlé tout à l'heure de la diversité du lexique, puisque quand il y a beaucoup de pays qui parlent la même langue, comme c'est le cas de l'espagnol, du français, mais on peut trouver la même chose en anglais, bien sûr, ou en arabe, évidemment, les mots peuvent varier. Alors, je vous laisse, si vous êtes rapide, faites une petite capture d'écran. Alors, je prends juste quelques exemples. Par exemple, prenons le dernier mot, ligar.
Alors, ligar, c'est séduire et flirter en français. Alors, vous avez ligar en Espagne, pololiar, c'est un mot très drôle, au Chili, chamullar en Argentine, cuadrar au Venezuela et ligar au Mexique. Et vous pouvez trouver énormément de mots qui sont différents dans chaque pays. Prenons par exemple en Espagne, estupendo. En français, on dirait chouette, génial. Au Chili, regio, bárbaro en Argentine, chévere au Venezuela et chido, que chido au Mexique. Et la chaîne, donc BBC dont je vous ai parlé, a demandé à différents hispanophones et on leur a montré des images et de dire dans leur langue, en espagnol, de leur pays, comment ils disent, comment ils prononcent ces mots. Alors, regardez, vous avez camarero en Espagne, mesero au Mexique et en Colombie, mozo en Argentine et au Chili également. Un serveur en français. Donc, vous voyez trois mots différents pour désigner la même chose. Une pêche, le fruit, melocotón, durazno, un avocat, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, aguacate en Espagne, au Mexique. N'oubliez pas que c'est un mot d'origine nahuatl, mais en Argentine, à cause de l'influence du quechua, palta. Hein? Je sais qu'on dit palta au Pérou, en Argentine et au Chili. Ensuite, vous avez, alors laissez-moi descendre, vous avez donc une pêche, pardon, hop. Vous avez une piscine, alberca au Mexique, pileta en Argentine. Ensuite, vous avez un cerf-volant. Vous pouvez voir dans l'image ce que c'est. Alors, papalote, on reconnaît l'origine du nahuatl au Mexique. Cometa en Colombie et en Espagne. Barrilete en Argentine. Ensuite, vous avez cacahuète, une cacahuète, cacahuète au Mexique et en Espagne. Mani, je crois que dans toute l'Amérique du Sud, on dit mani, si je ne me trompe pas. Maïs, regardez, quatre mots différents pour désigner la même chose. Maïs, elote, mazorca, choclo. Choclo, c'est un mot d'origine quechua. Ensuite, nous avons des haricots verts. Alors, même chose, quatre mots différents pour désigner la même chose. Judías verdes, ejotes, habichuelas, chaucha. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui peut être aussi un danger quand on apprend deux langues latines? On m'a raconté qu'entre le polonais et le tchèque, il y a énormément de faux amis. Alors, c'est la même chose entre l'espagnol et le français. Attention. Alors, un faux ami, je vous le rappelle, est un mot qui se ressemble beaucoup dans deux langues, mais ce sont des mots qui n'ont pas le même sens. Cette ressemblance provoque très souvent des malentendus, amusants ou parfois embarrassants. Alors, je vous raconte le cas du faux ami estar constipado.
Alors, estar constipado en espagnol, d'Espagne en tout cas, c'est être enrhumé. Atchoum, atchoum. Mais en français, être constipé, c'est quand on ne peut pas aller aux toilettes, quand on a très très mal au ventre. Donc, on raconte, selon une anecdote historique, que quand les républicains espagnols ont traversé la frontière pour se réfugier en France, ils sont arrivés, vous imaginez bien, dans des conditions difficiles et ils étaient constipados. Et donc, ils disaient aux médecins français ou aux infirmières, estoy constipado. Et les médecins français pensaient qu'ils étaient constipés. Ils leur donnaient des médicaments contre la constipation et ils finissaient tous avec de la diarrhée, pratiquement. Donc, il peut y avoir, attention, beaucoup de malentendus. Alors, quelques faux amis célèbres. La liste est très très longue. Attention, je ne veux pas non plus, bien sûr, vous ennuyer avec une liste interminable, mais quelques faux amis qui sont très très courants. Par exemple, gâteau. Alors, c'est un faux ami phonétique. Le chat en français. Alors, et en espagnol, pastel, gâteau, un gâteau. Donc, un hispanophone, quand il entend gâteau, il peut penser que c'est un chat. Ensuite, vous avez tapar. Tapar, en espagnol, c'est couvrir, se couvrir quand il fait froid, par exemple, me tapo con una colcha o con un cobertor. Mais en français, taper, ça veut dire frapper, taper sur le ballon, par exemple, ou taper quelqu'un, frapper. Un autre faux ami très célèbre, et attention, parce que c'est source de malentendus. Alors, estar embarazada, en français, être enceinte, et en français, être embarrassé, c'est quand on est mal à l'aise, quand on a vécu une situation un petit peu gênante. Attention. Ensuite, vous avez doblar. Alors, en espagnol, doblar, c'est plier les vêtements, par exemple, une fois qu'ils ont été lavés. Et en français, doubler, c'est adelantar, une voiture sur l'autoroute. Ensuite, vous avez subir, un autre faux ami très célèbre. Attention, ça veut dire monter en espagnol. Alors que subir, attention à la prononciation, subir, en français, c'est aguantar, soportar. Par exemple, je subis une ambiance difficile dans mon travail. Je supporte, d'accord, en français. Attention, vous avez aussi un autre faux ami qui est très très difficile à enlever justement à nos étudiants hispanophones, c'est quitar. Alors en espagnol, quitar, c'est enlever. Par exemple, quand il fait chaud, j'enlève mon pull. Et en français, et c'est en espagnol, pardon, c'est dejar. Attention, hein. Quitter, c'est dejar en espagnol. Par exemple, je quitte mon pays, dejo mi país o abandono mi país. Ensuite, vous avez bâtir. Alors, bâtir en espagnol, c'est battre, hein, bâtir los huevos para hacer un pastel. En français, c'est bâtir, construire, construire, construire en français.
c'est similaire. Ensuite, partir, en espagnol, c'est couper, partir un pastel. Diviser, couper un petit bout. Et en français, c'est s'en aller, s'en aller. Je m'en vais, parto, me voy en espagnol. Ensuite, vous avez l'exemple que j'ai déjà donné. Attention, être constipé, vous avez ici la traduction en français, être enrhumé. Être enrhumé. Et être constipé en espagnol, estar estreñido. Estreñido. Ensuite, un autre faux ami, attention, dangereux, puisque je sais que ça existe aussi en polonais, débil. Débil en espagnol, c'est être faible, se sentir fatigué, épuisé. Mais en français, quelqu'un de débile, comme en polonais, je sais, c'est imbécile, stupide. Quelqu'un de stupide. Donc, attention. Ensuite, vous avez una mancha. Si je bois du café, hop, tengo una mancha. Une tache en français. En espagnol, una manga, c'est ça. Hein? C'est cette partie des vêtements. Attention. Hein? Une manche en français. Voilà pour une petite liste de faux amis. Alors, comme il nous reste peu de temps, alors, quelles sont les principales difficultés de l'espagnol et du français? Si vous étudiez le français, vous savez que la jota espagnole peut représenter un problème pour les francophones, puisque ce son n'existe pas. On dit, par exemple, nos professeurs d'espagnol en France nous disent de prononcer comme le re français. Mais ce n'est pas, le son est très similaire puisqu'il vient du fond de la gorge, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est un son qui peut représenter un problème, mais pas pour les Polonais, je pense, parce que c'est assez similaire à votre H ou CH, comme par exemple chleb, huta, c'est plus ou moins le même son. Mais ça dépend des pays hispanophones. Par exemple, en Espagne, c'est un peu plus fort. On dit jamón, jugar, josé. Alors que dans les pays d'Amérique latine, il est beaucoup plus doux. Jamón, jugar, josé. Et ensuite, nous avons une autre lettre propre à l'espagnol. Alors, qui ne représente pas un problème ni pour les francophones, ni pour les polonophones, puisque je sais que vous avez en polonais le même son, comme dans wapń, koń, dzień dobry. Alors, c'est le même son. Niño, año, Espagne. Alors, ce qui est curieux, c'est que cette lettre vient de l'ancienne écriture d'un double N au Moyen Âge, et pour gagner de la place, on a ajouté ce petit accent qu'on appelle tilde en espagnol. Mais c'était une double N, un double N au Moyen Âge. Une autre lettre qui peut représenter un problème, c'est la lettre R. Alors, l'espagnol distingue deux R, simple et roulé. C'est le terme qu'on utilise en phonétique. Alors, vous avez, par exemple, je vous ai mis deux paires de mots. Alors, quand il est au milieu d'un mot et qu'il s'écrit avec un seul R, il est doux. Pero, pero. Et quand il est graphiquement avec deux doubles R, alors il est beaucoup plus fort. Perro, perro, pero, perro, caro, carro, coro, corro, para,
cero, cerro. Je vous ai mis les traductions à côté. Alors, une autre lettre qui peut représenter un problème, c'est l'union de ces deux lettres dans un seul mot. Par exemple, rojo, rojo. Jarrón, jarrón. Pratiquez chez vous. Jorge. Ici, j'ai mis l'écrivain Jorge Luis Borges, qui n'est pas facile à prononcer. Jorge. Jorge. Et regardez, je vous laisse pratiquer el jarrón rojo de Jorge. Alors, et j'avance. Une autre particularité de l'espagnol par rapport à la prononciation du R, c'est ce qu'on appelle en phonétique le lambdacisme. Alors, c'est quand le R est remplacé par un L, surtout en fin des syllabes. Il est présent dans certaines régions des Caraïbes, principalement Porto Rico, Cuba ou la République dominicaine. Et, par exemple, vous pouvez l'entendre beaucoup dans le reggaeton, si vous entendez, vous écoutez le reggaeton, qui est une musique populaire dans le monde hispanophone, vous entendez très souvent cette prononciation. Amor, amol, puerta, puerta, Puerto Rico, Puerto Rico, etc., etc. D'accord? Alors, cette prononciation est source parfois de polémiques, on considère qu'elle est très, très populaire. Ensuite, rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, la lettre H. Alors, la lettre H peut être en français, aspiré ou muet. Cela représente un problème pour nos étudiants, et puisqu'en espagnol, le H ne représente aucun problème. Il est muet, aucun problème. Mais en français, on l'appelle H aspiré quand il interdit la liaison et l'élision. Si vous avez des doutes, vous pouvez regarder un dictionnaire et il est représenté par un astérisque. Si dans le dictionnaire, vous avez un astérisque devant le mot, ça veut dire qu'il est aspiré. Pas de liaison, pas d'apostrophe. Le hibou, la haine, les haricots. Quelques exemples. Alors, je vais sauter cette diapositive. Alors, le verbe haïr, odiar en espagnol. Alors, je hais, attention, ne dis pas j'ai, tu hais, il hait, nous haïssons. Pas de liaison, vous haïssez, il haïsse. Il haïsse. Alors, et pour conclure ces thèmes, alors je vous montre très rapidement. Alors, une difficulté en français, c'est ce qu'on appelle le verlan. Alors, c'est quand on inverse l'ordre des mots. Par exemple, meuf qui devient femme. Alors, ce serait plus ou moins l'équivalent du lambdacisme que je vous ai montré tout à l'heure en espagnol. Ce serait plus ou moins l'équivalent en français qui est considéré aussi comme familier, très familier. Et comme, mec, relou, lourd. Donc, phonétiquement, vous inversez le son. Lourd, relou. Chelou, louche, suspect, bizarre, ouf, très courant parmi les jeunes. Alors, comme il nous reste très peu de temps, donc j'aimerais conclure ce voyage entre l'espagnol et le français. Nous pouvons dire que ces deux langues ont une branche commune, née du latin, mais grandie dans des paysages très, très différents.
Aujourd'hui, le français et l'espagnol continuent de vivre et de se transformer. L'espagnol connaît une expansion remarquable, notamment aux États-Unis et en Amérique, portée par une culture dynamique et une démographie importante. Le français reste une langue de la culture, de la diplomatie et des échanges internationaux, avec un avenir prometteur normalement en Afrique. Mais au-delà des chiffres et des statistiques, ces deux langues représentent deux façons de voir le monde, de raconter des histoires, de chanter, d'aimer et de penser. Les apprendre, les comparer, ouvre des portes, les parler, bien sûr, vers d'autres cultures et vers d'autres imaginaires. Je vous remercie infiniment pour votre participation et j'espère vous voir très très bientôt pour d'autres webinaires. Merci beaucoup. À très bientôt.